Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons cet épisode le 23 février 2021, il faisait 16 degrés aujourd'hui à Amiens, il faisait bon. Le Bitcoin vaut présentement 47 269 $, après avoir dépassé les 50 000 $ et même frôlé les 60 000 $. J'ai regardé quelques épisodes d'Agretsuko sur Netflix, recommandés par Guillaume Poggiaspala dans le dernier épisode de Paracult, et après avoir battu Bowser à Mario 3D World, je me demande si je vais aller chercher le 100%. Au programme de cette émission préparée par Guillaume Poggiaspala, les grands affrontements juridiques constituent la première partie de cet épisode. Epic contre Apple, Google et Facebook contre l'Australie, mais aussi Amazon, Uber et les auditions de Robinhood et Roaring Kitty dans l'affaire des manipulations de cours d'action de GameStop dont nous avions précédemment parlé dans Tech Café. Nous parlerons également de crypto-monnaie avec plusieurs sujets autour du Bitcoin, du Dogecoin, et nous parlerons aussi bien entendu de jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à la tech ce que Choupi est à l'éveil culinaire. Et croyez-moi, le livre de recettes pour enfants de Choupi est formidable pour faire manger des légumes de saison. Auteur du livre Machine de jeu, encore et toujours disponible sur toutes les plateformes, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Ouais, salut. Moi je me voyais plus en Bob le bricoleur, pour être tout à fait honnête, mais... C'est important la cuisine, surtout manger des bons légumes. Je vous recommande les muffins de patates douces, c'est une recette très sympa de Choupi. On retrouve également le papa du serveur Discord de Tech Café, mais également le papa du compte Instagram de Tech Café, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour la seconde fois dans un épisode, c'est Mathieu Perret. Salut Mathieu. Salut à tous. Grand plaisir de te retrouver. Au passage, sur Apple Podcast, à propos de Tech Café, il est possible de lire l'avis de TBR462 qui a dit « Je recommande vivement ». Et plus en détail, il explique que jusqu'à il y a quelques temps, je ne connaissais pas Tech Café. Puis, ce fut le moment où je l'ai découvert. Depuis, c'est avec plaisir que j'écoute Tech Café, les échanges de Guillaume avec Guillaume, les transitions sans autre forme de procès, les analyses judicieuses et teintées d'un certain humour de Guillaume. Bonus, si vous jumelez Tech Café avec le rendez-vous tech, vous avez le meilleur de la tech. Merci, merci beaucoup à toi. Et le meilleur de la tech a probablement besoin du meilleur soutien qui soit. Et je dois dire que c'est pratiquement le cas. Hein, on en est tout près parce que la communauté compte probablement les meilleurs soutiens qu'on puisse imaginer. C'est bien simple. Il ne manque que toi. Oui, toi qui écoutes actuellement Tech Café. Vous qui écoutez et qui envisagez de soutenir l'émission mais qui n'avez jamais pris le temps de le faire. Vous aussi bénéficiez du flux privé du podcast garanti pour toujours sans pub, du chapitrage des émissions, mais vous profitez aussi en fonction du palier des notes des émissions avant les enregistrements. C'est l'occasion d'ailleurs d'intervenir en amont des épisodes. Et surtout, vous garantissez la pérennité d'une émission qui vous apporte concrètement une info semaine après semaine avec un format, on l'espère, divertissant. Merci à toutes celles et à tous ceux donc qui ont fait la démarche, et merci plus particulièrement à Noël Angoujard, à Cédric, à Jeff Courtois qui avaient rejoint le financement participatif. Pour nous soutenir, c'est patreon.com/Tech Café. On a des news à chaud avant de traiter l'actualité tech de cette semaine. La première, c'est une news à chaud relativement émouvante parce que, oui, ça y est, on est présent sur Mars et surtout on a des vidéos incroyables, Mathieu. Eh oui, Perseverance est arrivé. Donc Perseverance, c'est ce rover de la NASA qui était parti le 30 juillet dernier et qui a pour mission en fait de trouver de la vie sur Mars. Donc après les 7 minutes de terreur, comme l'appelle la NASA, c'est-à-dire les 7 minutes pendant lesquelles il va entrer dans l'atmosphère, donc d'abord 5 minutes où il va encaisser beaucoup de chaleur, encore plus chaud que les températures qu'on a eu ce week-end à Paris, et après 2 minutes où il va déployer son parachute et être largué sur la planète. Donc voilà, il est basé sur Curiosity, l'ancien rover qui avait crevé comme un vélo, et il a été amélioré, du coup pour un poids total d'un peu plus d'1 tonne. Donc il est pas seul, il s'est également posé avec Linux sur Mars, c'est-à-dire qu'avec le rover on avait Ingenuity, un petit hélicoptère qui va être chargé de trouver en fait les meilleurs itinéraires pour les rovers, qui tourne lui sous Linux. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi la France qui arrive sur Mars avec la Supercam. Alors Cocorico. Ouais, exactement. La Supercam, alors en gros c'est un espèce de pistolet laser, bon c'est une caméra, qui consiste à utiliser un laser pour vaporiser un matériau à étudier, donc des roches par exemple, et ensuite qui va analyser par spectrométrie la lumière émise par le plasma pour pouvoir étudier la composition.
Donc Mars, on y est, c'est chouette. Par contre, la Lune, pour 2024, c'est pas pour tout de suite. Apparemment, le chef de la NASA a dit que l'atterrissage sur la Lune n'était pas possible, c'était pas réaliste, à cause d'un manque de financement sur les 2 dernières années. Ouais, et moi j'ai été estomaqué par cette belle vidéo de l'arrivée du rover sur Mars. C'est une vidéo complètement incroyable. On n'avait pas eu ça pour les précédentes expéditions. C'était vraiment magique. Guillaume, j'imagine que t'as vu la vidéo. Toi aussi, tu as été émoustillé par cette arrivée sur Mars. Ah bah oui, c'est super cool évidemment. C'est cette vidéo, c'est vrai que c'est super impressionnant. C'est la première fois qu'on voit un truc atterrir comme ça sur notre planète déjà. Ensuite, il y a eu des photos de bien meilleure qualité que ce qu'on avait avant quand même. C'est impressionnant, je trouve. Donc ouais, c'est que le début. C'est vraiment juste voilà, on arrive déjà, c'est méga cool quoi. Et c'est que le début. Ouais, c'est ça qui est formidable, c'est que ça nous laisse rêver sur ce qu'on va pouvoir profiter. C'est vraiment magique d'avoir cette vue. On a l'impression d'avoir un robot télécommandé en live, très très impressionnant. Alors on a une autre news à chaud dans un tout autre registre. On retombe dans notre univers, ce qui est un peu le cœur de métier de Tech Café et des podcasts sur la tech. C'est du nouveau du côté des smartphones, Guillaume. Bon, c'est presque aussi impressionnant, c'est presque aussi cosmique. C'est Huawei qui dévoile son nouveau Mate X2. Alors, vous vous souvenez du Mate X, c'était un téléphone donc avec un écran pliant, et il avait une particularité quand même pour un téléphone avec écran pliant, c'est qu'il se pliait en 3 et qu'il avait donc une gueule vraiment différente et voilà, un concept vraiment différent. Et donc le Mate X2, en général, c'est vrai que les deuxièmes versions, c'est surtout des versions raffinées des premières versions, et là pas du tout. On change complètement puisque le Mate X2, c'est un Galaxy Z Fold 2 en fait. Franchement, ça y ressemble vraiment énormément. Y compris d'ailleurs quand il se plie, la petite crevasse comme ça, ça a l'air relativement discret, mais en fait tout de même on voit la petite crevasse comme ça qui se forme lorsqu'on plie les deux écrans. Donc oui, ça ressemble énormément à un Z Fold. Un Z Fold 2 en mieux, parce que bon évidemment ce serait facile de se moquer, mais quand même si tu regardes l'appareil photo, l'appareil dans la tranche, tu remarques que le Z Fold 2, tu sais, il a un petit écart entre les deux écrans, enfin, entre dans les lesquels se logent les miettes de pain. Exactement, et en fait le Mate X2 il a un profil un petit peu biseauté comme ça, et il se referme complètement. Donc ça c'est quand même vraiment sympa, je trouve que c'est quand même c'est quand même une belle évolution malgré tout. Donc le Mate X2 se referme vraiment bien, la charnière a l'air a l'air un petit peu meilleure, et d'un autre côté il y a aussi quand même des trucs meilleurs, puisque bon comme le Z Fold 2 bien entendu, on a un écran externe, donc un écran en façade. Cet écran en façade, c'est un écran qui est qui fait toute la surface du téléphone, à la différence de celui du Z Fold 2. Donc il y a une caméra, un petit trou, et par contre l'intérieur, c'est-à-dire l'écran intérieur, ce qui est un écran de 8 pouces d'ailleurs. En gros, c'est un petit peu mieux que le Z Fold 2 dans tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire que les écrans sont un petit peu plus grands et les résolutions sont un petit peu meilleures. Et surtout, il n'y a pas de trous. Et voilà, et ça, c'est formidable. Tu sais très bien que le comité contre les trous et contre les encoches, ils ont fusionné depuis, et donc extrêmement content de voir enfin un téléphone sans trou. Bon, il y a un trou à l'extérieur, mais voilà, l'écran principal est préservé, il est préservé de tout orifice, et ça, c'est formidable. Donc, nous applaudissons, moi et le comité contre les trous et encoches, au Mate X2. Si jamais on devait imaginer un iPhone pliant, moi j'imaginerais bien ce produit, tant il est pour moi vraiment respectueux de tous ces aspects de design qui peuvent être horripilants sur les smartphones pliants. Effectivement, le fait qu'il se plie complètement, c'est vraiment magique. Je demande à voir la pliure, en vrai c'est toujours un truc qui est assez important, et je sais que c'est quelque chose qui vous interpelle à chaque fois, c'est ce rendu de la pliure, surtout dans des usages au quotidien. Pour un tarif... Oui, alors, le tarif... on verra si ça fera un trou dans le portefeuille, par contre. Oui, c'est vrai, tu as complètement raison. J'ai omis le prix, parce que je voulais terminer sur une note positive. La note moins positive, c'est que ce truc ne sera disponible qu'en Chine dans un premier temps, et qui coûtera l'équivalent de 2300 €, ce qui fait beaucoup trop d'euros, je suppose, pour un téléphone. Mais bon, que veux-tu? Ce sera ça, en attendant le LG Scrolls, tu sais, ce téléphone avec écran enroulable, qu'il a montré au CES. Bon, il devrait bien arriver cette année, puisque contrairement à des rumeurs, LG n'a pas abandonné, ni gelé le projet. Mais bon, globalement, ce qu'on a, c'est plutôt, il est toujours vivant, il bouge encore. Mais par contre, c'est pas un truc style, il sort le 15 septembre, quoi, tu vois, donc il y a vraiment une énorme marge. En tout cas, j'ai hâte de voir ça un petit peu, c'est encore un nouveau concept de téléphone. Je reviens juste sur l'aspect processeur, Guillaume, de ce nouveau smartphone.
On a quelque chose là-dessus? Non, je sais plus, mais de toute façon, c'est un processeur top niveau, hein, c'est toujours les mêmes. Faut pas s'inquiéter là-dessus, je pense que ça devrait aller. Ils ont encore des stocks, si c'est ça la question. Ouais, c'est un peu ça la question, c'est qu'on sait que Huawei et processeurs, ça peut faire mauvais ménage. Bon, très bien. Merci pour cette revue d'actu à chaud à tous les deux, et sans autre forme de procès, on va passer au premier cœur de news de cet épisode, avec plein de sujets d'affrontement, alors avec des goûts de procès, ou plus simplement d'affrontement, voire étatique, encore quelque chose de l'ordre du cyberpunk concernant ce qui se passe en Australie. On va tout vous raconter. D'abord, on va revenir sur les petites manœuvres d'Epic qui, non content de se battre contre Apple sur le terrain des États-Unis, se met maintenant à la manœuvre dans l'Union européenne, Guillaume. Ouais, l'affaire Epic Apple continue, hein. Donc Epic maintenant a plein de copains, donc il y a Match, Spotify, Deezer, Tile, Qobuz. Bon, j'en passe, c'est des plus petites parce que maintenant c'est quand même une cinquantaine, et ils ont créé une alliance qui s'appelle The Coalition. Enfin, The Coalition for App Fairness, donc pas la même. Et ils ont des lobbies très actifs. En gros, ils ont d'ailleurs un joli site web aussi, hein, vous pouvez aller voir, donc The Coalition for App Fairness. Et en Europe, ils déposent plainte contre Apple pour abus de position dominante. Donc il y a Tim Sweeney, le PDG d'Epic, qui évoque un danger pour le futur même des plateformes mobiles. Je cite. Et donc on va pas rester là dans notre trou de Hobbit, hein, pendant qu'Apple se sert de sa plateforme unique pour nous gouverner tous. Je cite aussi, enfin presque. Epic est notre champion contre Saruman Cook, celui des développeurs aussi bien que des consommateurs. Donc on verra ce que ça va donner en Europe. On espère pour eux que ça va mieux tourner que dans le Dakota du Nord, parce que là-bas, il y a eu des tempêtes et des naufrages. On verra ce que ça va donner, hein. Bon, mais on sait pas si tu t'étais joué d'avance et qu'on n'y pouvait rien changer, mais Epic a fait le forcing pour préparer une loi drôlement en adéquation avec sa position vis-à-vis des App Store quand même. Donc elle aura obligé les boîtes qui font plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires dans l'État, donc via des App Store. Concrètement, c'est Apple et Google, hein, c'est tout. Donc ces trucs-là devaient offrir un moyen de paiement alternatif à leur plateforme. Après, évidemment, Apple s'est immédiatement opposé au projet, toujours avec les mêmes arguments. Tu m'étonnes. Regardez Android, là-bas tout est neuf et tout est sauvage, il y a le feu, le diable et les mirages. Donc Apple travaille énormément pour garantir la qualité et la sécurité de son App Store. C'est ce qu'il dit, hein. Donc la loi serait obligée, la loi, si tu veux, pour lui, elle aurait obligé Apple à la distribution d'un produit de moindre qualité, ce qui nuirait aux consommateurs. Du reste, personne n'est obligé d'acheter un iPhone, en plus. Bon. Donc cet argument fait mouche, apparemment. Même si certains sénateurs ont partagé la position d'Epic, hein, voilà, que les rêves d'Apple sont étroits et que si tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes doigts, la majorité a rejeté le projet quand même, hein, donc une victoire claire pour Apple et Google. Donc le Dakota du Nord aurait pu être un exemple, voilà, ça aurait pu être un précédent. C'est une question qui est débattue ailleurs aussi, hein, comme en Arizona. Et donc ailleurs se dit qu'en Europe, voilà, j'aurai ma chance, j'aurai mes droits, hein, voilà, et la fierté qu'ici je n'ai pas. Donc une victoire là-bas ou pas, on verra, mais il y aura encore sans doute une multitude d'actions, puisqu'Apple se défend pied à pied, et parfois même d'une manière étrange, en embarquant dans cette affaire d'autres acteurs qui apparemment n'ont rien à voir là-dedans, et qui sont, d'ailleurs c'est totalement à l'insu de leur plein gré, comme apparemment Steam, Matt. Ouais, il y a Valve qui s'est retrouvé, du coup Steam qui s'est retrouvé traîné de force dans cette bataille entre Epic et Apple. Alors en fait, Apple veut les données de Valve pour estimer tout, c'est-à-dire le total des ventes annuelles d'applications, les revenus publicitaires, les bénéfices annuels, le chiffre d'affaires, etc. Donc Valve a évidemment refusé en disant que ces données étaient les siennes, qu'elles étaient pas pertinentes dans le cas d'Apple contre Fortnite, et que ce serait coûteux et difficile à générer. Donc ils ont aussi précisé qu'Apple n'avait évidemment pas proposé de payer les coûts engendrés. Pour moi, ça semblait assez bizarre au début, ces demandes de la part d'Apple. Puis après, j'ai en fait compris qu'un élément clé des litiges antitrust, c'était de déterminer déjà le marché et la taille. Et du coup, je pense vraiment qu'Apple essaie de montrer que le marché des jeux vidéo, il est grand, si grand qu'en fait, les iPhones, c'est qu'une infime partie de ce marché, et que ils sont pas du tout de monopole. Après, le souci, c'est que je pense qu'il y a des limites à ce raisonnement, c'est-à-dire que on peut pas assimiler les jeux vidéo mobiles aux jeux vidéo tout court. C'est-à-dire que c'est pas parce que Fortnite n'est pas sur Steam et qu'il perd une énorme plateforme et plein d'intérêts potentiels en étant sur Steam, que l'iPhone en fait n'est pas quelque chose de bien. C'est-à-dire que moi, si je suis dans le bus, j'ai peut-être envie de jouer sur mon portable et pas sur mon ordi. Et pour moi, je trouve ça assez bizarre du coup cette manière. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Guillaume. Non, mais si, c'est ça. Je pense que c'est exactement ça. Oui, l'idée d'Apple, c'est de dire bon voilà, on vous fait pas perdre tant d'argent que ça. Alors bon, arrêtez un petit peu, lâchez-nous.
En fait, alors qu'en fait, oui, c'est de nature différente. Ben, c'est l'argument de façon d'Epic. Hein. Epic, qui d'ailleurs ne veut pas être sur Steam, parce que justement, c'est encore une autre plateforme qui veut leur pomper 30%. Donc, bon, c'est sans fin. Mais bon, c'est intéressant à voir, effectivement. Je sais pas à quel point Valve va être forcé de fournir ses données. Ils vont pas être contents si c'est le cas. Moi, j'ai vraiment le sentiment que Valve va pas être peut-être plus embêté que ça, et la vision probablement commune. Et je suis pas juriste. Hein. Ce qui est marrant, c'est que Valve justement est très secret sur ses données. Il les publie pas, c'est très difficile d'avoir des estimations. Donc, s'il est obligé de sortir tous les secrets, enfin tous ces trucs qui justement, enfin c'est quand même des données stratégiques. Ouais, ça va l'emmerder, ouais. Et je pense que quelque part, c'est probablement ce qui les protège justement aux yeux de la loi, même si, voilà, d'un point de vue juridique, s'il y a besoin d'une info et qu'on peut la sortir, il faudra la sortir. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est trop gros à ce stade. C'est marrant parce que ça me donne l'impression que Valve, c'est un peu, tu sais, quand il y a deux enfants dans la cour d'école qui se chamaillent, et puis que du coup les deux désignent du doigt, ou un des deux désigne du doigt quelqu'un qui regardait la scène, quoi. Il dit, toi, t'en penses quoi? Oh, mais moi, j'ai pas envie de participer à votre bataille, en fait. Et il va se cacher. On va voir si Valve va arriver à se cacher suffisamment vite. On parlait de manœuvres évidemment de la part de géants, et en l'occurrence on va parler un petit peu de ce qui se passe plus précisément en Australie, qui a été un gros sujet d'actualité durant ces derniers jours. On en avait déjà parlé dans les derniers épisodes de Tech Café, mais en Australie se trame quelque chose d'un peu analogue à ce qui s'est passé en Europe, et particulièrement en France, avec les débats sur les taxes liées au droit d'auteur. En gros, taxer ceux qui font des liens vers votre service. Évidemment, derrière cette intention, il y a la volonté de protéger une industrie qui est relativement importante dans une société qui est celle de la presse, là où des géants comme Google et Facebook sont évidemment dans des positions très confortables sur le plan financier, et les dernières manœuvres de Google et de Facebook sont très intéressantes à observer, Guillaume. Oui, bah ici la loi a tranché, Google a noué donc un accord avec la PIG, et on en connaît un petit peu plus les détails finalement, puisque Google paiera 76 millions sur 3 ans à 121 journaux nationaux et locaux, donc c'est très disparate, hein. Il y aura 1,3 million pour Le Monde, annuellement, et 13 000 pour La Voix de Haute-Marne. Bon, évidemment, hein, c'est... Alors, on ne sait pas exactement comment ça a été calculé, mais on se doute évidemment que c'est la portée des journaux, leur taille, etc. Donc il y a un accord pour Le Monde, excuse-moi, pour Le Monde, c'est 0,3% du chiffre annuel du chiffre annuel, du chiffre d'affaires annuel, je vais y arriver, du monde annuel. Enfin, bon, je vais le refaire. Oui. Ça. Mais, on a compris. En gros, bon, vous m'avez compris, c'est 0,3% du chiffre d'affaires annuel. Oui, tu as raison, effectivement. Ce sont donc, il y a aussi un accord supplémentaire, en fait, avec le groupe du Figaro, de Libération et du Monde, d'ailleurs, qui porte sur 3 millions supplémentaires via des abonnements Google. Oui. Des abonnements via Google. Donc, comme on l'a déjà dit, effectivement, ceux qui font pas partie de la PIG, donc la FE par exemple est pas contente, voilà, c'est des montants qui peuvent paraître non négligeables, mais effectivement, tu as raison, le groupe Le Monde, c'est 300 millions de chiffre d'affaires annuel, donc 1,3 million, ça va, voilà, c'est pas énorme, on sait même pas à quel point ça aura un impact sur la santé du secteur en France finalement, mais bon, au moins Google a négocié, quoi, tu vois, il a essayé de menacer un petit peu au début, mais il a plutôt joué fine, tout comme fait, il s'en tire bien. Mais bien sûr, on est en pays parmi plein d'autres, hein, et donc en Australie, c'est un peu la même musique, oui, c'est vrai, Google ils vont debout contre une loi analogue, à celle de la France, donc il a menacé de partir, ce à quoi Microsoft s'est empressé de répondre, mais allez-y, cassez-vous, parce que nous, nos valises sont prêtes, hein, pour vous remplacer si vous vous cassez, donc allez-y. Mais bon, l'Australie tient bon, hein, elle changera plus d'avis, hein, et je pense on le doit en partie d'ailleurs à la conduite complètement débile de Facebook, parce que ce problème le concerne aussi évidemment. Et pour éviter de payer, il a essayé de faire une grosse voix, tu sais, la grosse voix c'est toujours... Alors vous voulez qu'on vous paye pour les news ? Eh ben on vire tout ce qui ressemble de près ou de loin à une news venant d'Australie, sur Facebook, donc vous allez voir, vous allez pleurer, vous allez nous supplier de tout remettre. Vous nous enverrez le texte remanié à une boîte de chocolat avant la fin de la semaine. Bon. Alors, il y a 2 problèmes à cette approche, hein. C'est que d'une part, Facebook s'y est pris n'importe comment, puisqu'il a bloqué des pages ou des posts qui étaient pas des news, il a bloqué des ONG, il a bloqué des pages gouvernementales, voilà, ça la fout mal d'empêcher l'accès à des infos sanitaires pendant une pleine pandémie, tu vois, parce que tu fais ta crise. Bon, c'est à tel point que Facebook a bloqué sa propre page Facebook, donc bravo les champions. Et bon, d'autre part, tu pars aussi du principe que tu es totalement irremplaçable, alors que c'est pourtant évident que c'est faux, et c'est quand même trivial de s'informer ailleurs que sur Facebook, c'est même de très loin la meilleure manière de s'informer, hein. Il suffit d'aller sur les sites des journaux, bien d'avoir un agrégateur RSS ou assimilé ou ce que vous voulez,
Et en faisant ça, Facebook force les gens à réapprendre à s'informer correctement, en fait. Donc voilà, en n'étant pas esclaves de l'algo, du flux, de leur bulle, ben ça c'est bien, c'est même très bien. Mais pas pour Facebook, hein, parce que Facebook, lui, veut que tu restes tout le temps, à n'importe quel prix. Enfin, ça fait un troisième problème. Oui, je sais, ça fait un troisième problème sur les deux. C'est que tu peux pas essayer d'intimider aussi ouvertement le gouvernement d'un pays sans qu'on y reconnaisse une morgue, une arrogance sans aucune limite. Et ça donne envie de te faire un gros doigt. Et c'est exactement l'état d'esprit du pouvoir australien, qui est d'ailleurs ça. Donc, évidemment, la posture de Facebook a raté, puisqu'hier, Facebook a fini par accepter plus ou moins les termes de la loi, à quelques remaniements près. Facebook conserve donc un contrôle sur la manière dont il va, sur qui va rémunérer, en fait. C'est-à-dire, ils peuvent toujours renoncer à une source en particulier, sans être forcés de négocier avec. Donc en tout cas, dans les prochains jours, voilà, les news devraient revenir sur Facebook. Mais ce qui me fait vraiment marrer dans cette histoire, c'est la facilité avec laquelle Facebook bloque l'info, quand on voit la difficulté qu'ils ont à bloquer la désinfo, la désinformation. Et c'est pas parce que c'est plus compliqué, hein. C'est pas vrai, hein. Quand on voit les simagrées qu'ils font dans leur propre pays, quand il faut bloquer leur propre nazis, c'est pas dur en fait de bloquer Alex Jones et toute sa sphère, hein. ou les 3%, ou les Proud Boys, ou whoever, hein. C'est une décision éminemment politique en fait, de tout laisser jusqu'au drame, tu vois, de mettre des mesures qui sont efficaces en plus, hein, pendant un moment, puis de tout lâcher, comme font Facebook et Google par exemple pour les pubs politiques, hein, qui sont de retour. Donc il y a un article de BuzzFeed d'ailleurs qui détaille bien comment l'influence de Joel Kaplan drive les choix de Zuckerberg, comment sa propre vision des choses en fait prime, hein, sur les règles que ses employés ont eux-mêmes créées. Donc il y a pas mal d'ex-employés qui témoignent de la prévalence de l'obsession de Kaplan et Zuckerberg à ne pas froisser la droite. Alors Kaplan, c'est un républicain, il a travaillé pour la campagne Bush en fait, hein, c'est un mec qui est vraiment, c'est un politicien, un professionnel quelque part, hein, donc il a travaillé à la Maison Blanche aussi. Et il est évidemment d'une précieuse aide quand il s'agit de comprendre ce qui va froisser l'extrême droite, qu'il a tout fait pour que ça n'arrive jamais. C'est un article intéressant, ça d'autant plus que, toujours en Australie, Facebook s'est empressé de signer un code de bonne conduite sur la désinformation, que le pays a mis en place, hein, et c'est pas le seul, il y a Twitter, TikTok, Microsoft aussi, hein. Et bon, ça va être intéressant de voir si Facebook fait mieux au pays de Hugh Jackman que dans celui d'Elon Musk, hein, d'autant qu'il y a un volet protection de la vie privée en plus dans ce code de bonne conduite. Alors sur tous les éléments que tu décris, on peut, moi je te rejoins à 100% sur ta vision très critique, Guillaume, de l'action de Facebook. On pourrait d'ailleurs ajouter que ils bloquent beaucoup plus facilement qu'ils n'arrivent à débloquer, puisqu'a priori ils ont bloqué de ce qu'on en comprend en quelques heures, même si ça a été préparé peut-être bien plus tôt, hein, plusieurs jours en amont, qu'ils ne vont mettre de temps pour débloquer les éléments qu'ils ont bloqués. Il paraît que ça va prendre plusieurs jours ou semaines. Cela dit, moi je peux pas m'empêcher, outre tous les bémols que tu as soulignés et que je rejoins, je peux pas m'empêcher de trouver ça aussi compréhensible que quand des politiques essayent de faire porter une responsabilité à un géant technologique des problèmes réels, mais des problèmes qui potentiellement n'ont pas grand-chose à voir, parce que je suis pas certain que ce soit Facebook qui est amené à un manque de revenus dans le monde de la presse à l'international et en spécifiquement auprès de l'Australie. Et que Facebook dise OK, on vous pose un problème, on vous posera plus de problème. OK, je suis d'accord avec toi sur l'arrogance et les conséquences que ça peut amener, et surtout la mise en œuvre désastreuse qui a été faite, mais sur l'intention, j'ai envie de dire après tout pourquoi pas. Et comme tu le disais toi-même d'un point de vue ironique, après tout si ça amène les gens à consulter l'information, la vraie, autrement qu'avec un réseau social comme celui-ci qui est quand même largement dicté à la fois par les algorithmes et par les achats médias, après tout peut-être que ça va faire un enseignement fort auprès du grand public. Mathieu, est-ce que tu as une remarque complémentaire sur ce qui se passe en Australie dans le monde de la presse avec Google et Facebook de ces derniers jours? Non, moi je trouve, comme vous l'avez dit, je trouve ça assez arrogant de la part de Facebook. Après, je comprends l'idée. C'est un peu gamin, mais je comprends l'idée. Bon, alors on a un petit peu pointé du doigt Facebook sur ce sujet-là. On va pointer du doigt un autre GAFAM pour une autre action. C'est ce que fait Amazon en matière de review, comme on dit en anglais, ou d'avis. Allez, tiens, juste avant de te laisser la parole, Guillaume, Mathieu, est-ce que tu consommes sur Amazon, et quand tu consommes sur Amazon, est-ce que tu regardes les avis? Alors ouais, je consomme sur Amazon et en général non, parce que je sais déjà ce que je veux acheter. Bien vu. Moi, j'avoue naïvement que parfois, de temps en temps, je regarde les avis et je me dis ouais, mais moi je vais pas me faire avoir, je vais voir les avis qui sont sérieux, de vrais consommateurs qui ont acheté vraiment le truc.
Bon, Guillaume, de quoi parle-t-on? Bah écoute Guillaume, moi j'ai eu vent que, par exemple, toi, tu as eu des produits gratuits en échange de reviews. C'est vrai ou pas? Totalement. Oui, et je vais pas faire de lien entre ce que je viens de dire et là ce sujet, mais effectivement, et c'est pour les vertus du test, hein, très sincèrement, figurez-vous qu'il vous suffit d'aller sur certains espaces de discussion, notamment il y a beaucoup de groupes Facebook qui permettent ça, et dans lesquels on va vous proposer des produits gratuits, ni plus ni moins. Alors ça va pas être des Tesla, hein, ça va pas être des écrans 4K au prix, quoique je suis sans doute pas dans tous les groupes qui couvrent ce type de sujet, mais on va vous envoyer le produit et on va vous dire juste en échange du produit, tu mets une review, on te l'offre et puis tu mets un avis. Positif ou pas? Donc le procédé alors pour le coup, on te laisse vraiment libre, mais évidemment, t'as envie d'avoir d'autres produits gratuits. Bien sûr, t'as envie d'avoir d'autres produits gratuits et tu vas certainement pas t'amuser à descendre, si tu es dans la démarche volontaire d'avoir des produits gratuits, tu vas pas t'amuser à descendre un produit parce que l'interlocuteur que tu vas avoir en face de toi va arriver à nécessairement faire le lien. C'est d'ailleurs assez bien foutu, hein. J'ai pas tous les détails de comment ça fonctionne, mais c'est très facile aujourd'hui d'avoir des produits gratuits via Amazon, notamment en échange d'avis. Ça, c'est clair. Bah écoute, rassure-toi, ça se fait toujours, mais je pense que le vendeur a pas le droit de faire ça. Amazon l'interdit. Bon, mais voilà. Ah bah oui, Amazon l'interdit. Probablement que l'utilisateur n'a pas le droit non plus, j'imagine, de mettre un avis en échange de produits gratuits, si on fouille bien. Je sais pas du tout ça, mais bon, je pense que le dénoncez pas. Mais bon, t'inquiète pas, parce que de toute façon, c'est un truc qui se fait effectivement couramment, que tu peux même acheter des reviews positives par paquet de 500, si tu veux. Alors, ça coûte quand même 5 000 €, mais si ça peut te permettre de lancer ton business de caleçon imprimé Elon Musk, ça peut valoir le coup. Donc, un groupe de consommateurs anglais, d'ailleurs, s'est fait passer pour un vendeur Amazon, et a testé une dizaine de sites comme ça, qui vendent tout simplement des notes positives sur Amazon. Donc, parmi eux, il y a AMZ Tiger, donc voilà, Amazon Tiger, hein, qui offre des évaluations à l'unité pour 15 balles, ou bien des packs de 50, 100, 200, jusqu'à 1000, pour la modique somme de 9 000 €. Alors évidemment, c'est interdit. Et bien sûr, ces boîtes semblent avoir pignon sur rue quand même. AMZ Tiger était déjà connu d'ailleurs, hein, il figurait dans une enquête du Daily Mail, il y a 2 ans. Bon, le problème des fausses notes sur Amazon, il est pas nouveau. Encore l'an dernier, on avait carrément de la corruption d'employés, hein, pour qu'ils promeuvent un vendeur, ou au contraire, qu'ils en bloquent un autre. Bon, c'est très courant, hein, que les notes et les évaluations que vous voyez sur Amazon soient complètement bidons, malgré les efforts d'Amazon, hein, pour contrer ce phénomène, hein, bien sûr. C'est d'autant plus difficile que, on voit quand on voit les extrêmes où certains sont prêts à aller pour être bien classés, ça montre aussi l'aspect absurdement compétitif d'Amazon en tant que place de marché, quoi, en tant que plateforme de vente. Il y a beaucoup trop de vendeurs, il est quasiment impossible d'exister. Bon, c'est aussi les problèmes qu'on a sur les App Store, d'ailleurs, dans une certaine mesure. Mais bon, voilà, quoi, donc méfiez-vous, c'est une banalité, mais méfiez-vous un petit peu des commentaires Amazon, des fois, ils valent pas bien cher. Surtout quand ils sont rédigés par Guillaume Vendée. Si vous voyez des avis de Guillaume V sur des chargeurs à induction de sous-marque, peut-être que vous pourriez ne pas les prendre au pied de la lettre. Mais alors, faites l'expérience et faites-nous vos retours si vous avez fait une expérience là-dessus, ça peut valoir le coup. On va continuer à parler de ces grands acteurs tech dont on peut critiquer les enjeux de société qui en découlent. Mathieu, forcément, on va parler d'Uber. Effectivement, c'est pas nouveau, hein, le modèle économique d'Uber, il est sous le feu de partout dans le monde, en fait. Personne n'en veut. Et là, ça rentre dans l'actualité parce que c'est la Cour suprême du Royaume-Uni qui a statué, du coup, que les conducteurs d'Uber étaient des travailleurs légaux et pas des entrepreneurs. Contrairement à ce que dit Uber, en fait, devant les tribunaux du monde entier. Ils ont dit que les conducteurs sont en position de subordination et de dépendance par rapport à Uber, de sorte qu'ils ont peu ou pas de capacité à améliorer leur situation économique grâce à des compétences professionnelles ou entrepreneuriales. Donc c'est pas nouveau, l'année dernière, il y avait la plus haute cour de France qui a statué que les conducteurs d'Uber devraient être traités comme des employés. Il y a aussi les tribunaux espagnols qui sont parvenus à une conclusion similaire en septembre. Et il y a aussi un recours collectif au Canada sur la même question, également dans le Massachusetts sur le statut juridique des chauffeurs. Donc si jamais ça vient à changer, je pense que... je sais pas, c'est quoi votre avis Quel est votre avis sur le modèle économique d'Uber ? Si c'est juste une question de sentiment, ça va être effectivement plutôt du côté de la Cour suprême anglaise, puisque on avait effectivement parlé plusieurs fois d'Uber, plusieurs fois du modèle, du business model un petit peu compliqué pour les employés, hein, mais dans toute la gig économie en fait, hein, c'est pas juste Uber quelque part, c'est beaucoup plus général. Et donc oui, il y a des luttes un petit peu partout. Alors Uber gagne dans certains endroits comme en Californie plutôt, où il a réussi à contrer une loi qui l'arrangeait pas. Bon là c'est exactement l'inverse.
Écoute, je sais pas vraiment comment ça va se passer, étant donné qu'Uber continue à perdre du fric, hein, ses résultats annuels, on continue à perdre énormément de pognon, mais juste un petit peu moins. C'est pareil pour Lyft, globalement. Donc c'est un panier percé avec des tours un petit peu moins gros cette année, mais enfin bon, ça reste difficile, d'autant plus qu'ils ont perdu énormément de courses à cause de la pandémie. Dans les 70% peut-être, je sais pas, enfin, je m'avancerai pas trop sur ce chiffre, mais enfin c'est vrai qu'ils ont perdu énormément de courses, ça a été très compliqué. Bon, c'est clair que si les pays commencent à commencent à attaquer le business model à la racine, oui, ça va être difficile de continuer à exister, à moins qu'ils trouvent des substituts. Donc, pour Lyft, ça va être très difficile parce qu'il se diversifie pas. Uber, c'est l'inverse, il se diversifie à tout va. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont faire réussir, qui vont peut-être payer, des choses qui, pour l'instant, lui coûtent du fric. C'est une question compliquée parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent grâce à Uber et grâce à la gig economy et c'est pratique pour eux puisqu'ils auraient peut-être rien d'autre. Mais de l'autre côté, il y a des abus aussi qui sont vraiment importants et je pense que voilà, il y a plein de trucs, plein de témoignages de gens qui iront dans ce sens. Ce qui est marrant dans l'article d'Ars Technica qui est dans les notes de l'émission sur lequel on s'appuie pour cette info de news, c'est que je revoyais ce qu'a Uber met en avant pour souligner le fait que les conducteurs indépendants ne sont pas salariés. Il fait l'analogie avec eBay qui facilite les ventes entre acheteurs et vendeurs. C'est quand même assez dingue de prendre ça comme exemple parce que moi au contraire ça me donne pour moi, une frontière très claire, c'est qu'à partir du moment où les utilisateurs ou les contributeurs Uber ne peuvent pas fixer eux-mêmes leurs tarifs, que c'est l'entreprise qui la fixe pour eux, que c'est l'entreprise qui perçoit les paiements des clients, qui déduit ses frais et qui remet le reste au conducteur, pour moi, c'est justement clairement ce qui devrait représenter comme étant une définition d'être salarié quoi. Mais bon, évidemment tout le monde l'entend pas de cette oreille et puis il y a beaucoup d'enjeux juridiques qui tournent autour de tout ça. Pour terminer cette rubrique, on revient évidemment sur notre affaire de bouleversement du monde de la finance avec ce qui s'est passé autour des actions GameStop et avec la participation active de l'application Robinhood sur le sujet et du mouvement qui a été embarqué par ce fameux Roaring Kitty sur oh mon Dieu. Merci beaucoup. Oh la peine. Merci beaucoup sur Reddit. Un petit retour sur les dernières infos puisqu'il y a eu des auditions, Guillaume. Oui, GameStop est encore à $46, donc c'est mieux que vendredi dernier, mais c'est plus les grandes heures à 400 balles, en fait. La fièvre est tombée, mais l'affaire GameStop continue. Donc Robinhood a été entendu par le House Financial Service Committee, un petit peu de peine moi aussi, pendant 5 heures quand même. Alors, ça a été plutôt intense, hein. Donc voilà, on a appris sur Robinhood un certain nombre de choses. Alors T9, c'est le CEO de Robinhood, donc il s'est excusé des manquements de son entreprise, mais bon, il n'a pas précisé quelles erreurs ont été commises, il a déclaré que son entreprise n'enfreignait aucune loi et surtout ne donnait pas la priorité à Wall Street, bon, ce qui évidemment sème le doute un petit peu partout. Et bon, le total des actifs de gestion de Robinhood reste un mystère, il y a énormément de détails comme ça qui restent mystérieux. C'est vrai que ce qui est marrant, c'est que finalement, Alexandra Ocasio-Cortez, donc qui est démocrate, a donc accusé Robinhood parce que justement, il avait stoppé les transactions en plein milieu de la fièvre et donc il avait favorisé potentiellement les hedge funds qui eux pouvaient continuer à faire du trading. Mais Anthony Gonzalez, qui est un républicain, a poursuivi une ligne exactement similaire. Donc ça veut dire que c'est une attaque qui, ça, quand on parle de trading, finalement, apparemment, c'est bien, ça rejoint la gauche et la droite, ça c'est quand même pas mal. Et bon, il y a aussi quand même plusieurs personnes qui ont attaqué l'approche gamifiée de l'application Robinhood, parce qu'apparemment, je l'ai appris, parce que moi j'utilise pas Robinhood, que les transactions sont célébrées avec des petits confettis, pour que ce soit plus marrant, plus amusant, tu vois, c'est rigolo. C'est rigolo, regarde, t'achètes ça, c'est rigolo, tu vas pas, c'est rigolo, bon d'accord, tu perds du fric, mais c'est rigolo. Donc voilà, ils encouragent effectivement à tapoter comme n'importe quelle autre application mobile, sauf que là, il y a quand même des choses un petit peu plus compliquées, et d'ailleurs, il y a un démocrate de l'Illinois qui est Sean Casten,
qui a rappelé ce drame du mec qui s'est suicidé après avoir reçu un message automatique de Robinhood qui, par erreur, lui disait qu'il avait une dette monumentale. Donc il y aura d'autres auditions avec la SEC, mais bon, Roaring Kitty était là aussi, mais il n'a pas été trop inquiété en gros. C'est le problème, c'est qu'il est aussi sous le coup d'une autre attaque en justice mat. Ça, c'est quand même dur. Ouais, mais d'ailleurs, moi, je comprends pas pour ma part. Je vous demanderai vos avis après. En gros, il est poursuivi par un cabinet d'avocats, du coup, qui représente plein de personnes, notamment une personne dont j'ai pas le nom sous les yeux, qui ont perdu beaucoup d'argent dans cette affaire de GameStop. Donc voilà, faut se rendre compte que t'as certains fonds qui ont perdu des milliards de dollars, et aussi des particuliers qui ont perdu beaucoup. Et lui, il a accusé en fait de s'être fait passer pour un investisseur, un amateur, alors qu'il a avant travaillé dans le milieu des finances. Mais en même temps, il dit qu'il n'appartient à aucun groupe qui essaie de créer des mouvements, qu'il n'a jamais eu de relations financières avec des fonds d'investissement, qu'il n'a pas eu d'informations sur GameStop. Donc pour ma part, je vois pas en fait, je vois pas pourquoi on lui colle ce procès. Bah, sur quelle base juridique il est attaqué? Ouais, c'est vrai que c'est pas complètement évident, puisqu'il n'y a pas de problème de délit d'initié, quoi. Il était pas certain. Tu vois, un délit d'initié, en gros, c'est quand tu gagnes du fric en achetant ou vendant des trucs dont tu sais qu'ils vont monter ou descendre, mais que personne d'autre le sait. Bon, donc t'as un avantage, et voilà, donc ça, effectivement. Mais pour le coup, lui, il savait pas. Enfin, je veux dire, il a essayé de le faire en sorte que ça arrive, mais il était pas sûr que ça arrive, tu vois, il pouvait pas le savoir. C'est un peu différent d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un truc intéressant parce que la question se pose pour Elon Musk, par exemple. Tu vois, et quand Elon Musk, on va parler du Dogecoin là. Bon, le Dogecoin, c'est un truc qui vaut que dalle. Et quand Elon Musk dit « moi je vais acheter du Dogecoin pour à profusion », il sait très bien que ça va faire monter le Dogecoin, en fait. Et lui, il sait aussi très bien quand est-ce qu'il va l'ouvrir sa gueule sur Twitter. Donc quelque part, il sait quand le cours va monter. Il en est quasi certain. Est-ce que c'est pas une forme de délit initié, quoi? Ouais, c'est même pire que ça. C'est quand il envoie des tweets où il dit merci qui, quand il met en avant le cours du Dogecoin, ça, c'est bien révélateur. Mais c'est exactement ça. Il en est conscient. Donc, est-ce que c'est pas assimilable à un délit d'initié? Je veux dire, lui, il sait qu'il va faire monter l'action. Il en profite pour gagner du pognon. Est-ce que c'est pas assimilable, tu vois, pour le coup? Alors que Roaring Kitty, c'est très différent. Qui connaît Roaring Kitty? Je veux dire, bon. Ce qui est très rigolo sur cette histoire, c'est aussi de voir les parallèles entre les différents pays, parce que c'est possible aux États-Unis, probablement parce qu'il y a un contexte légal et d'encadrement sur ces sujets financiers qui n'est clairement pas celui de l'Europe et évidemment encore moins celui de la France, pardon. En France, il y a l'autorité des marchés financiers qui encadre énormément de choses. Et tu disais, Guillaume, que tu n'utilises pas Robinhood. Je pense que personne en France ne peut l'utiliser parce que le sujet est tellement encadré qu'un tel service, et même celui-ci évidemment, est même tout simplement inaccessible en France. Et si jamais un tel service devait se lancer en France, il pourrait pas se lancer avec la même facilité, la même expérience utilisateur que ça ne l'est aux États-Unis. Et quelque part, je trouve que c'est presque rassurant chez nous. Alors oui, il y a un côté un peu vieillot, un côté un peu moins, on peut faire des trucs innovants moins facilement, mais pour autant sur ces sujets-là, moi je suis assez satisfait d'être dans un environnement où il y a autant d'encadrement pour le coup. Je trouve ça plutôt agréable de savoir qu'on est protégé de ça. Après Guillaume, si je dis pas de bêtises, sur Revolut, c'est possible d'acheter des actions. Alors oui, mais je pense pas que ce soit aussi simple et aussi gamifié que Robinhood. Tu vois, on parlait des confettis. Typiquement, je pense que ça, c'est des sujets qui tombent dans le cadre de l'autorité des marchés financiers. Et il me semble que sur Revolut, il y a quand même des frais. Je veux dire, c'est pas comme sur Robinhood où tu l'as sans frais et en échange de cette absence de frais, il y a des utilisations des fonds côté Robinhood qui est celle qu'on avait déjà détaillée et supputée avant sur leur modèle économique. Mais tu as raison. Il y a aussi ces portes ouvertes en France et proches de chez nous, qui d'ailleurs sont à prendre avec le plus grand soin parce qu'on peut trouver ça super cool, mais il faut aussi voir les à côté, je pense. Bien vu pour Revolut. On en profite parce que là on est sur une lancée autour de la finance, autour de la crypto. On va la développer dans une seconde rubrique. L'enchaînement des news est décidément très très bien fait. Alors justement, on parlait du Dogecoin, Guillaume. On en est où? Combien tu as dans ton portefeuille crypto, Guillaume? Alors écoute, je pense que c'est plutôt le Dogecoin, comme un chien mal prononcé, que comme un Doge, comme le Doge de Venise. Mais ça serait marrant de faire un Dogecoin, si en Italie ce serait super d'avoir un Dogecoin. GameStop c'est fini, c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'on manque de délire spéculatif à relater dans l'émission, parce que maintenant c'est vrai qu'il y a le fameux Dogecoin. Alors c'est magique, hein, le Dogecoin c'est une blague qui date de 2013. Donc à cette époque, le Shiba Inu qui parle pas trop beaucoup bien anglais
a atteint un pic de popularité en tant que dernier mème à la mode, donc souvenez-vous, hein, ou pas d'ailleurs, je sais pas, de toute façon, on le revoit régulièrement. Donc il y a 2 ingénieurs de chez IBM et Adobe, donc il y a Billy Marcus et Jackson Palmer, qui décident de faire une crypto-monnaie rigolote, et surtout, support en fait pour lever des fonds. Alors techniquement c'est une vraie crypto, elle est très proche du Litecoin, et elle ne vaut pratiquement rien, mais elle est fun, et puis bon, elle attire pas mal de médias, elle attire pas mal les médias et les investissements mode YOLO, quoi, hein. Et puis c'est une monnaie que ses créateurs voulaient, entre guillemets, bienveillante presque, hein. Elle est utilisée pour lever des fonds, alors par exemple, pour construire des puits au Kenya, ou une asso qui aide les enfants handicapés. Il faut se souvenir que l'équipe de bobsleigh jamaïcaine des JO de 2014 a été sponsorisée par Dogecoin, tout comme Josh Wise, qui était un pilote de NASCAR qui avait aucun sponsor, peu cher. Et on lui a conduit, c'est lui qui a conduit donc probablement la seule voiture NASCAR de l'histoire avec Shiba géant sur le capot. Donc ça c'est quand même fort. Depuis, le Dogecoin vivote entre blagues et véritable altcoin, hein. Elle a monté évidemment en 2018, comme tout le monde, un petit peu pour s'effondrer par la suite. Et Billy Marcus, qui a changé de boulot d'ailleurs, s'est distancié du Dogecoin en 2015, il a vendu tous ses tokens. Et il avait peut-être besoin d'argent entre les deux postes, hein, je sais pas, mais en tout cas c'est ballot, parce que le Dogecoin a énormément monté, alors donc la monnaie soit du jour au lendemain devenue meilleure que les autres, hein. Elle mousse uniquement parce que voilà, c'est une nouvelle essor des cryptos, puis voilà, il y a une nouvelle médiatisation, il y a l'intervention d'Elon Musk évidemment, peut-être celle de Robinhood, qui par ailleurs d'ailleurs s'est mis aussi à accepter de la crypto, et de fait on voit pas qui fait quoi avec le Dogecoin, parce que tout est chiffré, mais c'est quand même, parce que c'est quand même le point central d'une crypto, mais on voit des sommes aller et venir d'un portefeuille à l'autre, donc on sait par exemple qu'il y a un seul compte qui totalise 28% de tous les Dogecoins en circulation. Donc c'est un taux de concentration ridicule en fait, hein, mais qui au cours actuel fait quand même l'heureux propriétaire de ce portefeuille un multimilliardaire, puisque c'est 2,1 milliards de dollars hein, en équivalent. Et plein de gens ont mené l'enquête hein, pour savoir qui ça pourrait être. En vrai, on peut faire que des suppositions, mais d'après le Wall Street Journal, les timings concordent avec l'hypothèse Robinhood. Donc Robinhood serait cette grosse baleine Dog. Donc ils ajoutent que Musk lui-même en fait pourrait détenir l'équivalent de 2 milliards de cette crypto. Bon, au-delà de l'intéressant problème de cryptozoologie, hein, qui est l'identité de la baleine chien, il faut imaginer un énorme Shiba Inu de 30 mètres. La concentration de la crypto, c'est quand même un énorme souci, hein. C'est vrai, même si le propriétaire est en fait une bourse ou un exchange, hein, ça pourrait être tout à fait ça. C'est quand même pas sérieux, hein. Une seule entité ne peut pas posséder plus d'un quart d'une monnaie, de la totalité d'une monnaie. D'ailleurs, on ne sait pas qui sont les mineurs de Dog, d'ailleurs, hein. Quelle est la centralisation de ce côté-là, on ne sait pas non plus. Et quant à Musk, on sait pas s'il a ou non 2 milliards de Dog, mais bon, il possède aussi sans doute un gros paquet de cette crypto, et d'ailleurs, comme on le disait, sa manipulation du marché pose question. Donc tout ça est complètement délirant, et sans doute pas vraiment en phase avec la philosophie originale du Dogecoin. Donc pour plein de raisons, je pense que Billy Marcus est un peu deg. Et de toute façon, il a quand même vachement perdu de sa valeur sur ces derniers jours aussi, ce qui montre là aussi l'énorme volatilité du truc et l'énorme blague que ça peut représenter, évidemment. Mathieu, t'as des Dogecoin, je vais essayer de me corriger. T'as des Dogecoin, toi? Alors ouais, j'en ai. Je ne dirai pas combien. Non, j'en ai pas beaucoup. Non, mais moi, par rapport à Musk, du coup, qui parle pas mal du Dogecoin et toutes ces influences en fait du marché, je me demande si Musk, il le fait à mon avis, il le fait pas du tout pour une question de se faire de l'argent ou quoi, mais c'est vraiment qu'il doit prendre un petit malin plaisir à emmerder un peu les gens. C'est-à-dire à s'amuser à tweeter sur le Dogecoin pour que ça monte, pareil sur le Bitcoin, tu vois, pour un peu contrarier les gens qui... Je sais pas, moi je le vois plus un peu comme un espèce de troll, Elon Musk. Il y a peut-être un peu des deux, cela dit. Oui, les deux sûr. sont pas incompatibles. Mais en termes de responsabilité, dans tous les cas, je trouve ça lourd, que ce soit d'ailleurs une vaste blague ou que ce soit une volonté de s'enrichir. Je trouve que c'est quand même très loin de l'image qu'on peut avoir à la base d'un Elon Musk qui veut le bien de la planète pour faire une transition énergétique vers, par exemple, des véhicules propres. Quand il parlait des Powerwall, des technologies de stockage d'énergie à domicile qui étaient révolutionnées pour le bien de la planète. Et quand on voit qu'il y a ces tels enjeux qui paraissent être presque du philanthropisme et qu'en face on a cet enrichissement volontaire de cette monnaie et probablement de ses avoirs sur le dos de personnes qui du coup vont acheter massivement ce type de monnaie, moi ça me laisse songeur sur le personnage. Mais j'imagine que tout personnage sulfureux fait vendre aussi et intéresse, et il y a probablement aussi matière à dire de ce côté-là, d'un point de vue publicitaire. Après tout, ce qu'il représente est aussi très mis en avant, je pense.
Guillaume, je sais pas si ça t'évoque quelque chose ou si tu veux justement rebondir sur Tesla. Rebondir sur Tesla, non, parce que c'est un petit peu dur quand même, hein, c'est sur le capot. Mais non, mais on peut aussi parler directement du Bitcoin, hein, puisque c'est ce qui est assez marrant d'ailleurs, puisque quand au moment où j'ai préparé je commençais à préparer ce document, enfin le conducteur, là, la valeur du Bitcoin venait de passer au-dessus du trillion, c'est-à-dire la capitalisation totale du Bitcoin venait passer au-dessus du trillion de dollars. Ce qui correspond probablement à 1 billion d'ailleurs en français, mais enfin bon, on s'en fout. Donc c'était beaucoup, et ce qui est rigolo, c'est que à l'époque, je pense que le Bitcoin était plus haut finalement qu'aujourd'hui, puisque là, il est en baisse, puisqu'il est aujourd'hui sous la barre des 40 000 euros, alors qu'il était à 47 000 il y a seulement 2 jours. Donc je suppose effectivement que... Donc je suis pas sûr que En fait, je suis pas sûr que cette news soit toujours valable, tout simplement, je l'ai écrite, mais je pense pas qu'elle soit toujours valable. Alors à cause de quoi? Peut-être que c'est à cause de Bill, Joseph et Janet, je sais pas, puisque... C'est confirmé, hein. Bill Gates écoute Tech Café. Il a estimé dans une interview de CNBC que l'affaire GameStop ne pouvait être considérée comme une avancée sociale. Donc il compare ça à du casino. Bon, c'est vrai que les gens aiment jouer au casino, mais c'est un jeu à somme nulle, hein, donc et ça le sera aussi avec GameStop. Donc ceux qui auront été là au bon moment gagneront de l'argent au détriment des autres, hein, donc quels qu'ils soient. Et il poursuit en disant qu'il y a des lois qui encadrent d'ailleurs les jeux d'argent et que on veut pas en fait, hein, que la finance devienne un jeu d'argent où les phénomènes irrationnels sont susceptibles de se produire à n'importe quel moment, quoi, là, comme une monnaie avec un chien dessus qui passe au-dessus des 1 dollar grâce à une lubie de milliardaire, on sait pas, peut-être, on va savoir. Enfin bon, c'est pas comme si les marchés normaux entre guillemets étaient toujours 100% du temps rationnels, hein, faut pas non plus rêver. Mais bon, dans le Wall Street Journal toujours, il dit qu'il serait temps aussi de se débarrasser du Bitcoin, voilà, tout comme Janet Yellen d'ailleurs, qui lui reproche d'être énergivore, inefficace, volatile et très trop utilisé par les cybercriminels, comme Joseph Stiglitz d'ailleurs l'avait dit avant eux. Alors je sais qu'évidemment certains ont essayé de faire passer ça pour du ludisme, hein. Enfin, je me souviens très bien de Tyler Winklevoss qui disait les critiques ne sont que l'échec de l'imagination. Une très belle phrase qui est assez dangereuse si on y réfléchit d'ailleurs, mais bon voilà, réfléchissez-y. Bon, lui et son frère, quand même, ils ont quand même 100 000 bitcoins sur leur compte, donc c'est vrai qu'ils sont pas incroyablement enclins à la critique, hein, en tout cas je suppose pas du bitcoin. Mais bon, voilà, est-ce que c'est Janet Yellen, j'ai oublié de dire qui c'était. C'est un secrétaire au trésor, je crois, américain. Elle est donc voilà, elle a dit effectivement que tout ça manquait de transparence et que c'était volatile, que c'était dangereux effectivement. Gates a dit si vous avez moins d'argent que Elon Musk, faites attention avec les cryptos parce que voilà, vous pouvez perdre gros assez rapidement. Et d'ailleurs à ce sujet, hein, moi j'ai reçu un message sur Patreon d'une personne qui nous soutient, alors qui outre nous féliciter, donc c'est toujours hyper appréciable à lire et continuer à nous envoyer ces messages-là, ça fait très plaisir. Mais il disait, lui, je cite un petit peu son message, hein, je vais pas tout lire, mais qu'il avait entendu les positions que tu tenais, Guillaume, en matière de critique sur le Bitcoin, que lui juge trompeuse, et il nous a envoyé en lien un article, alors qui pour moi est problématique sur son raisonnement déjà, puisque il indique en gros, hein, que le Bitcoin est polluant, mais après tout pas plus que ne l'est l'or sur la génération de valeur. Je caricature beaucoup et je schématise beaucoup les choses, mais en substance c'est comme si on pouvait justifier de la consommation énergétique exagérée d'un système en le justifiant par le fait qu'il y a d'autres consommations énergétiques qui sont exagérées. Et pour moi ça me satisfait pas du tout, hein. C'est pas parce qu'on pollue qu'on devrait s'autoriser à polluer encore plus ou tout autant. Pour moi, ça devrait être au contraire des signaux d'alerte qui devraient nous faire revoir fondamentalement la manière dont on voit les choses. Et puis en observant aussi, on voit que l'article émane de sites qui ont tout intérêt à mettre en avant les cryptos, tout comme d'ailleurs le lien vers l'épisode de podcast qu'il mettait également dans son message, qui émane de CoinDesk, donc qui est probablement aussi plutôt partisan des crypto-monnaies. Donc tout ça est évidemment à prendre avec des pincettes, mais n'est pas de nature, Marc, à remettre en question la vision qu'on a du Bitcoin sur ses caractéristiques dont on a évidemment déjà parlé dans Tech Café. Ouais, j'ai pas eu le temps de toute façon de lire en entier l'article qui est très très long quand même. Mais bon, oui, de toute façon, je veux dire, ce que j'ai dit la dernière fois, n'est pas particulièrement ni nouveau ni original, hein. Je pense que j'ai pas non plus raconté des trucs. J'ai dit des trucs que je répète d'ailleurs probablement depuis assez longtemps, parce que c'est pas la première fois qu'on parle du Bitcoin. Et donc, si c'est, s'il y a vraiment des trucs faux que j'ai dit, il faudra pas hésiter à me dire précisément, voilà, ça c'est une connerie, voilà, c'est faux, ok, d'accord, hein, pas de souci. Après, moi, l'impression que j'ai de base, c'est juste, ce que j'ai dit, qui est en substance, hein, pour résumer, parce que
pour essayer d'aller un peu plus vite quand même. Le Bitcoin est une monnaie qui est inefficace, enfin, comme toutes les monnaies Proof of Work par rapport au Proof of Stake, il faudra essayer de trouver des monnaies plus efficaces. Parce que effectivement, les monnaies qui consomment le moins possible sont probablement bien préférables à des monnaies qui consomment énormément. Ça, je pense que je suis toujours d'accord avec moi-même, quoi. Hein. Donc, oui. Le Bitcoin pour moi n'est pas une monnaie qui est une monnaie d'avenir. D'ailleurs, bon, c'est toujours il y a aussi l'argument qui dit mais en fait c'est pas vraiment une monnaie parce qu'il faut pas le voir comme une monnaie, mais il faut le voir comme quelque chose de plus profond, comme une espèce d'or numérique, quelque chose bon. Si c'est pas une monnaie, il faut le dire alors, hein, quelque part. Hein, faut pas appeler ça la monnaie d'internet comme le fait le patron de Twitter et Jay-Z là. Bon, donc il y a plein d'arguments. On pourrait effectivement passer énormément de temps à tous les discuter. Mais bon, globalement, j'ai pas de raison pour l'instant de changer d'avis par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois. Cela dit, effectivement, si j'ai dit des choses fausses, il faudra pas hésiter à me dire que c'est faux et à me montrer que c'est faux. Et pour terminer, hein, dans son message, Marc dit, à mon avis, il y a d'autres industries beaucoup plus polluantes qui n'apportent aucune valeur ajoutée et que nous devrions éliminer en premier lieu, comme l'industrie laitière et de la viande, par exemple, responsable de 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et j'allais dire, l'un n'empêche pas l'autre. Un dernier mot, Guillaume, peut-être avec Nvidia, quand on parle de crypto, c'est important quand même. Oui, la hausse des cryptos, comme d'habitude, hein, c'est la dèche pour les joueurs. Donc Nvidia a frappé un grand coup en annonçant que sa nouvelle RTX 3060 et ses futures cartes seront désormais bridées pour le calcul d'Ethereum. Donc c'est une chaîne assez complète en fait, constituée du driver, de la carte et du firmware, va artificiellement diviser par 2 les performances de hashing des cartes Nvidia, les rendant virtuellement inutiles pour les mineurs, puisque Ethereum est en ce moment la monnaie la plus rentable à miner sur GPU. Et en fait, sans ça, la 3060 aurait été, je pense, une chouchoute chez les mineurs, puisqu'elle est aussi efficace qu'une 3070, mais elle est beaucoup moins chère. Une petite merveille qui sera donc réservée aux joueurs, finalement, après une décision qui est quand même assez osée du constructeur, parce que faut pas oublier que si la hausse des cryptos plombe les joueurs, ou les graphistes, hein, ou ceux qui veulent faire du calcul, hein, d'ailleurs, on parle toujours des joueurs, mais il n'y a pas que qui ont besoin de cartes graphiques, c'est toujours des ventes pour Nvidia, de toute façon. Nvidia, je vais dire, ils s'en foutent. Mais bien sûr, l'histoire s'arrête pas là. Parce qu'NVIDIA va aussi proposer des cartes dédiées intégralement au minage, qui s'appelleront les CMP, pour Cryptocurrency Mining Processors. Bon ça a le mérite d'être clair. Par contre, ce qui est pas clair, c'est qu'est-ce que c'est, concrètement, un CMP. Donc on a des petites photos de puces, là, un die shot, qui circulent, sur The Verge, sur The Verge, on a une photo qui est très jolie, mais qui nous apprend pas grand-chose, sauf que ce n'est pas une RTX de génération 3000. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Nvidia affirme que la production des CMP ne va pas nuire à celle des nouvelles cartes, elle ajoute même que les CMP ne correspondent pas aux standards GeForce. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas clair. Il est certain qu'on n'a pas besoin d'une RTX pour miner en vrai, puisque en fait on n'a pas besoin des fonctions RTX déjà. Les unités ray tracing on s'en sert pas, les tensor core on s'en sert pas. Donc même les unités vidéo, bien entendu, de décodage, encodage vidéo on s'en fout, les textures on s'en fout. Bon, donc il est possible, les ROP on s'en fout. Donc il est possible que ce soit des puces spécifiques, tout simplement avec uniquement de la RAM et des allures en pagaille et puis basta. Ou bien alors des puces d'anciennes architectures qui sont un petit peu reboostées, un petit peu où il faut. Mais bon, faudra quand même les produire. Donc voilà, comment Nvidia va produire des RTX et des CMP avec la pénurie, on verra bien. C'est peut-être en étant un petit peu plus lâche sur la qualité des wafers, par exemple. Donc des puces avec des défauts, donc un petit nombre d'unités inactives qui pourraient être rentabilisées en les vendant comme CMP. On verra je pense que Nvidia sera plus loquace dans l'avenir et en attendant, c'est quand même une bonne nouvelle pour les joueurs. Et en tout cas, s'il y a bien quelqu'un en qui je fais confiance pour nous tenir au courant et suivre cette actu de près, confiance pour nous la restituer, c'est à toi, Guillaume. On compte sur toi pour nous tenir au courant sur ce sujet. On en profite pour avoir notre petit bonbon d'épisode à chaque fois dans chaque épisode de Tech Café. C'est la rubrique jeux vidéo. Alors juste avant de nous dérouler toutes tes news, Guillaume, je voulais juste t'accueillir dans ce monde merveilleux, Mathieu, de ceux qui possèdent une Nintendo Switch et qui en sont satisfaits, parce que tu nous avais dit l'autre fois que tu n'étais pas très gamer, mais tu m'as dit tout récemment que tu avais ta Switch et que tu passes suffisamment de temps dessus, hein, c'est ça? Non, juste quand tu m'appelles. Ah, bon, c'est parfait, t'as bien raison. Faut s'occuper quand je t'appelle. Guillaume, on a du nouveau justement du côté de chez Nintendo. Oui, on a eu un gros Nintendo Direct la semaine dernière avec beaucoup d'annonces, donc du neuf avec du vieux, un petit peu forcément, avec la suite de Splatoon 2, de Mario Golf, des DLC pour Hyrule Warriors, Animal Crossing, Smash Bros. Voilà, il y a eu aussi des rééditions. Alors on est habitué aussi, ça aussi à des rééditions. Donc il va y avoir la Ninja Gaiden Trilogy, ce qui est quand même plutôt sympa. Stop Zombie et Plants vs Zombies aussi, et moins attendu, il est vrai quand même, Famicom Detective Club. Ouais.
un jeu sur Disk System, sorti il y a, je sais pas, 30 ans, 35 ans, Oh là là. totalement refait en mode visual novel moderne. Donc c'est une bonne occasion de découvrir une série qui est totalement inconnue en Occident, donc pourquoi pas. Et surtout, il y a eu Zelda Skyward Sword. Donc c'est quand même le gros truc, enfin un des gros trucs du Nintendo Direct. Et il sera remasterisé sur Switch, et ça veut dire qu'on pourra enfin y jouer sans détection des mouvements. Youpi. Donc il y a aussi eu des portages, ceux d'Outer Wild, de Fall Guide, Hades aura une version physique. Mais on a aussi des vraies nouveautés comme No More Heroes 3, un exclu, et Neon White, un RPG d'action avec une composante carte, un jeu d'action plutôt avec une composante carte un petit peu étrange. Et puis il y aura un nouveau RPG tactique, donc ça si c'est votre truc, c'est assez cool, ça s'appelle Project Triangle. Il faut imaginer que Octopath Traveler et FF Tactics sont dans un lit, font des choses et un bébé. Bon ben ça sera exactement ça, voilà. Donc à ce moment, moi ça me paraît assez agréable, mais bon, évidemment, faut aimer. Il y a quelqu'un dans notre serveur Discord qui l'a fini la démo. Ça a l'air déjà d'être costaud. Moi, ça me tenterait beaucoup, mais le temps à consacrer à ce type de jeu me paraît bien trop surdimensionné par rapport à mon temps disponible. Peut-être que tu préfères Star Wars Hunter, qui est un shooting game en escouade dans l'univers Star Wars, une sorte de, je sais pas, peut-être un Overwatch un petit peu Star Warsifié, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est un free-to-play compétitif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, vous, dans ce Nintendo Direct? Moi, j'ai juste vu, parce qu'évidemment, je suis très à l'affût de ces choses-là avec mon fils, le Mario Golf Super Rush, mais on va pas passer plus de temps sur ce sujet, sachez juste qu'il va sortir cet été. On va passer plutôt du côté de chez Blizzard, qui, contrairement à Nintendo, arrive à faire du vieux, mais cette fois-ci avec du vieux, c'est bizarre. Ouais, c'était aussi la BlizzCon qui s'est transformée en Blizzard Direct, hein, pandémie oblige. Alors, là, on peut pas dire que j'ai été soufflé, puisque bon, on a vu une nouvelle classe pour Diablo 4, donc le Rogue, c'est bien, mais le jeu sortira pas cette année, donc ça c'est moins bien. Cette année, t'auras un remaster de Diablo 2, alors ça c'est cool, d'autant que le jeu est beau, il est même très beau, il est même dangereusement beau, puisqu'il est dangereusement proche de Diablo 4 en fait, donc je sais même pas si... Bon, c'est cool, mais Diablo 2, hein, c'est quand même le même, donc ceux qui ont déjà retourné Diablo 2 vont sans doute pas replonger pour des graphismes HD. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer à Diablo 2 ? C'était à peine période étudiante, j'étais à fond là-dessus, c'était une catastrophe. Disons, en tout cas, bon, forcément, mais t'as probablement aussi joué à Burning Crusade. Pour ceux qui préfèrent la manière forte, hein, qui sont adeptes de WoW classique, voici venir l'extension Burning Crusade, comme à la grande époque, donc. Bon, et s'ils continuent de faire comme ça, il va y avoir collision, parce que je sais pas, est-ce qu'on aura un Shadowland Classics en 2023? Ça sera assez rigolo. Donc c'est du vieux, bon, mais avec du vieux. Alors on n'a pas de date de sortie, pas plus pour Overwatch 2, on a un aperçu de 2 cartes supplémentaires. Bon, alors le seul truc disponible tout de suite, hein, c'est la compile des Arcade Collection des jeux Blizzard de 90, donc tu auras Lost Viking, Blackthorn et Rock'n'Roll Racing. J'en demandais pas tant. Du nouveau aussi du côté de GTA, Guillaume. Ouais, il y a des choses qui fondent le cœur parfois en tech. Voilà, c'est comme une communauté dévouée, fidèle, pleine d'amour sacrificiel, presque qui se heurte à la froideur glaciale d'un cœur dur, desséché et mort. Voilà, figurez-vous qu'un groupe de joueurs codeurs a décompilé patiemment sur des années des morceaux de GTA 3 jusqu'à avoir un code source complet et fonctionnel du jeu, sans rien demander à personne, sans faire aucun mal, sans jamais demander ou distribuer aucune donnée. Parce que, voilà, ils ont fait ça par pure passion. Ils ont reconstruit le jeu, et ils ont réussi à le porter sur Linux, sur Switch, et même sur Vita. Ouh. C'est un jeu PS2 à la base, hein. Donc c'est un travail incroyable de ténacité, il y a des centaines de milliers de lignes de code en C++, hein. Je veux dire, c'est GTA 3, c'est un open world en 3D, tu vois, c'est pas, voilà, quand même, c'est énorme. Mais c'est pas du goût de Take-Two, voilà, qui viennent de sniper leur site, sans le moindre regard, hein, pour ces fans dévoués qui continuent pourtant de faire vivre un jeu qui a 20 ans maintenant. Donc, ok, je sais, vous allez me dire, dans le End User Agreement, il y a le reverse engineering est spécifiquement interdit. Oui. Bon, mais quand même, je trouve l'attitude de Take-Two assez nulle. Hein. C'est pas comme si le jeu avait déjà pas été bien rentabilisé, c'est pas comme si Take-Two était à plaindre. Est-ce qu'il y a un côté Nintendo là-dedans ? Exactement, ouais, mais c'est d'ailleurs leur attitude est aussi complètement débile. Mais bon, voilà, donc franchement, je trouve ça vraiment mesquin, que ce soit d'ailleurs de la part de Nintendo ou de Take-Two. Alors, on va conclure cette rubrique jeux vidéo avec la Xbox, forcément la Xbox Series. Oui, micro-news pour dire que la Xbox Series va accélérer les jeux donc en mode compatibilité. Par exemple, Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Sniper Elite, UFC 4 et Watch Dogs 2 vont bénéficier, il suffit que voilà vous téléchargez le truc et vont bénéficier d'un boost maximum de nombre d'images par seconde, puis jusqu'à 120 FPS pour UFC 4. Enfin non, pour Lucky's Tale, pardon, et UFC 4 c'est 60 FPS, donc vous aurez des jeux beaucoup plus fluides, sans rien faire, si vous arrivez, évidemment ça c'est si vous arrivez à trouver une Xbox Series X ou S. Merci pour cette rubrique jeux vidéo, Guillaume. On va terminer avec une toute petite news en vrac, Mathieu.
tu voulais nous reparler de Centreon. Ouais, bah à mon avis, ils ont mal pris le titre de la publication Instagram où je parlais d'eux, où je l'ai comparé au SolarWinds français. Donc non, ils ont fait un communiqué pour dire que c'était pas le cas, que eux en gros, il y a pas eu de clients impactés, qu'il y a pas eu de propagation de code malicieux, que c'est une campagne terminée, et surtout que les versions des logiciels en fait qui étaient touchées était dépassé de 5 ans, il me semble. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs ce que relaye un des auditeurs dans un commentaire intéressant, puisque lui c'est son métier. Effectivement, il dit que Centreon n'est pas le SolarWinds français, tout simplement parce que c'est pas une attaque de supply chain, quoi. C'est-à-dire, c'est pas eux qui ont distribué à tous leurs clients des malwares, en fait. Hein. Les gens, enfin, il y a des hackers. D'ailleurs, on n'est pas certain que ce soit Sandworm, d'après ce qu'il dit, c'est beaucoup moins clair que ça, qui ont attaqué directement des gens qui avaient des outils SolarWinds, donc les versions open source, et qui étaient d'ailleurs des versions complètement obsolètes. Donc oui, c'est vrai qu'il faut, c'est bien quand même de le préciser, et effectivement, c'est très utile d'avoir ce genre de retour. Et n'hésitez pas, comme lui, si vous avez des commentaires à nous apporter, n'hésitez pas à le faire sur techcafé.fr parce que c'est encore plus facile de les mettre en avant par la suite, de pouvoir rebondir et de pouvoir créer des discussions ou pourquoi pas à venir échanger sur le sujet sur le serveur Discord. Et vous sentez bien sur ces sujets et ces appels à l'action que nous approchons de la fin de l'émission durant laquelle je me dois de rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver individuellement. Alors on va commencer par toi, Mathieu, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors on peut me retrouver sur mathieuperret.com et sur ce site tu auras tous les autres réseaux. Magnifique. Je vois que tu retiens la bonne stratégie qui est d'avoir son site internet avec son nom de domaine. Exactement. Avec les liens vers tout ce qu'on fait. Ça me paraît être extrêmement sage. Guillaume, on m'a reproché dans le dernier épisode de ne pas t'avoir demandé où est-ce qu'on pouvait te retrouver. Alors je ne manque pas à l'appel cette fois-ci, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Bah écoute, probablement dans un groupe Facebook sous un faux nom pour essayer de savoir si je peux pas choper des consoles chinoises gratos contre des reviews Amazon. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de l'émission une fois de plus, et je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, vous retrouvez surtout le podcast, vous retrouvez Tech Café sur techcafé.fr avec tous les liens vers les articles qui nous ont servi pour le conducteur de cette émission, et puis toutes les autres émissions dont les dossiers qui restent disponibles pour tout le monde, pour toujours. C'est la beauté du podcast. Bien évidemment, comme je le disais en intro, si jamais vous ne soutenez pas encore Tech Café et que vous appréciez cette émission au point que vous l'écoutez jusqu'à la fin pour toutes les informations qu'elle vous dévoile ou pour le divertissement, décidément ce soir, savonnade, divertissement que ça vous amène, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur patreon.com/techcafé. Toutes les informations sont disponibles pour comprendre pourquoi et comment nous soutenir. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre fidélité. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao ciao. Ciao à tous. Salut.